Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, c'est sur fond de doute que la Commission électorale nationale indépendante a publié sa feuille de route 2025-2029 ce vendredi. Elle prévoit l'organisation de la présidentielle en décembre 2028. À la une également, 10 ans de la Cour constitutionnelle. Que pensez-vous de son application et quel bilan a-t-elle bien joué son rôle sur l'interprétation et la garantie du respect de la Constitution? Du moins, cet anniversaire revêt une importance capitale dans la consolidation des valeurs démocratiques. À suivre tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. On ouvre avec les nouvelles de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a présidé ce vendredi la cérémonie des publications de la feuille de route du processus électoral 2025-2029 à la salle AB Apollinaire Melmalou. Cette dernière regroupe toutes les activités préludes à l'organisation des élections nationales, provinciales et locales de 2028. C'était en présence des membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale. La feuille de route électorale 2025-2029 intègre les élections des conseillers urbains, bourgmestres, chefs des secteurs, maires des villes ainsi que leurs adjoints. Suivez. Après l'organisation des élections générales du 20 décembre 2023 et l'atelier d'évaluation à mi-parcours du processus électoral 2021-2024 et conformément à sa mission constitutionnelle d'assurer la régularité des processus électoraux, la Commission électorale nationale indépendante a publié ce vendredi 4 avril la feuille de route du processus électoral 2025-2029. Celle-ci retrace les chemins devant aboutir aux préparatifs et à l'organisation des scrutins combinés de 2028. Parmi les grandes lignes de cette feuille de route du processus électoral, on peut citer notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs dans la province pilote ainsi que dans les 4 aires opérationnelles qui vont se tenir successivement entre septembre et octobre 2025 et février-septembre 2026. Les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales sont prévues en décembre 2028. En juin 2029, la CENI va organiser les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, mettant en avant la précaution prise afin d'éviter l'impréparation et de garantir l'efficacité de l'action électorale. Le numéro 1 de la CENI a indiqué que cette feuille de route sert de repère à toutes les parties prenantes en vue de leur permettre de s'organiser et de prévenir la méfiance et toute tentative de manipulation. Cette feuille de route constitue notre boussole pour les années à venir. Un outil de planification rigoureuse et un gage d'engagement de la CENI à remplir sa mission avec loyauté dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des standards internationaux. Particulièrement pour le processus électoral 2025-2029, la CENI intègre les élections des conseillers urbains, bourgmestres, chefs des secteurs et leurs adjoints, ainsi particulièrement pour le processus électoral 2025-2029, la CENI intègre les élections des conseillers urbains, bourgmestres, chefs des secteurs, des maires des villes, ainsi que leurs adjoints. En outre, la CENI précise que la mise en œuvre de cette feuille de route est tributaire des contraintes financières, sécuritaires, légales, logistiques et climatiques. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité continue de consulter les acteurs du monde politique et social. Vous le savez, parmi ceux qui ont été reçus ce vendredi figure Jean-Pierre Lissanga Bonganga, coordonnateur du Rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, il a présenté son mémo. Nous sommes venus rencontrer le conseiller spécial. Nous avons répondu à l'appel du conseiller spécial qui est l'appel du président de la République. Parce que le président de la République a initié ces consultations et il a nommé le conseiller spécial. Nous l'avons félicité pour ça. Nous lui avons dit de transmettre aussi nos remerciements, nos félicitations au président de la République pour cette nomination. En tout cas, l'heure est grave. L'heure est grave. Je ne vois pas
ces Congolais-là qui va dire qu'aujourd'hui, ne pas répondre à cet appel où nous devons tout faire pour sauver notre nation en danger. C'est vraiment ne pas prendre les responsabilités en main. Aujourd'hui, cette guerre, ce n'est pas la guerre de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le pays qui est attaqué. Ce n'est pas Félix qui est attaqué. Nous avons les cas de morts à Goma, Bukavu, partout, Nord Kivu, partout. Mais nous sommes avec le président Félix ici. Mais au lieu de réfléchir comment trouver des solutions, il y a des gens qui pensent qu'à ce moment précis, ça ne vaut pas la peine qu'on puisse réfléchir. Nous le disions à son temps et on l'a toujours dit, on peut tout nous empêcher, sauf nous interdire de réfléchir. Et nous sommes venus pour réfléchir. Comment nous devons contrer cette guerre? Sur le plan diplomatique, les chefs ont eu beaucoup d'avancées, mais comment nous devons l'accompagner pour ce qui reste? Sur le plan politique, qu'est-ce que nous devons faire? Bien sûr, sur le plan militaire, nous ne sommes pas des militaires, mais comment prodiguer des conseils pour que ça puisse avoir gain de cause. Dans l'actualité également, Jacquemain Chabani séjourne dans l'est du pays. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est arrivé ce vendredi à Beni, au Nord Kivu, en proie à la guerre. C'est sa toute première visite officielle depuis que les institutions provinciales du Nord Kivu fonctionnent provisoirement dans la ville des martyrs de Beni. Il s'est fait accompagner de plusieurs officiels. Regardez. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en charge de la sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Le détachement d'honneur, Ganzo de Beni est rangé pour vous accueillir et voulant les honneurs à l'occasion de votre visite d'itinérance en ville de Beni. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité conduit une forte délégation mixte gouvernement-Assemblée nationale, avec dans sa suite le ministre d'État au développement Mwindo Nzangi et quelques députés nationaux élus du Nord Kivu. Il s'agit d'une mission d'itinérance de routine, mais avec une particularité, constater l'installation provisoire dans la ville de Beni du gouvernement provincial du Nord Kivu, conduit par le général-major Évariste Somo Kakoulé. C'est une mission d'itinérance. Nous sommes venus constater l'installation du gouvernement provincial provisoire pour les renforcer aussi et les accompagner dans l'administration de la province dans cette situation sécuritaire particulière. De l'aéroport de Mavivi, direction le bureau provisoire du gouverneur à Boïkéné, où le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a présidé le conseil provincial sécurité élargi. Bien qu'une mission d'itinérance, les attentes sont nombreuses dans le contexte sécuritaire actuel, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Surtout, l'éclaircissement sur certaines questions sensibles, souhaite le député provincial du Nord Kivu. Bienvenue le Tchumbi. Il y a beaucoup de communication qui demande la précision de la part du gouvernement. Vous avez entendu parler autour de la situation sécuritaire dans la zone. Il y a de la comptare autour de retrait du PDF. On ne sait pas se fixer. Le patron de la sécurité intérieure et de la territoriale de la République démocratique du Congo est également annoncé à Butembo afin d'échanger avec les couches sociales, notamment sur la situation de guerre en cours dans l'est du pays. En justice, d'abord, la Cour constitutionnelle a célébré ce 10 ans d'existence depuis son installation le 11 avril 2015, ce vendredi en son siège de Kinshasa-Gombe. 10 ans de justice constitutionnelle, bilan et perspective, c'est le thème de cette célébration sous la houlette de Dieudonné Kamuleta, président de cette haute instance judiciaire. La première décennie de la Cour constitutionnelle de la RDC, après sa mise en place le 11 février 2015, après l'éclatement de l'ancienne Cour suprême, est un événement dans les pouvoirs judiciaires du pays. Selon son président, Dieudonné Kamuleta, elle a joué un rôle déterminant dans la consolidation et la démocratie, lubrifiant et régulateur constitutionnel. Cette haute juridiction est considérée comme
un des piliers fondamentaux de la démocratie et de l'état des droits en République démocratique du Congo, chargé de veiller à la conformité des lois par rapport à la Constitution, de protéger les droits fondamentaux des citoyens et d'assurer l'équilibre des pouvoirs. Son rôle s'avère indispensable et très crucial dans un contexte où les défis politiques, économiques et sociaux à relever demeurent importants. Puis, en célébrant cet anniversaire, nous rendons un hommage tout d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, qui n'a ménagé aucun effort pour la concrétisation de sa vision de l'état de droit. Nos hommages sont aussi adressés aux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que leurs collaborateurs, aux praticiens du droit et à tous ceux qui ont œuvré pour faire de la Cour constitutionnelle, depuis la date de sa création, un véritable pilier de notre République. A signaler que depuis sa création, la Cour constitutionnelle a rendu des décisions majeures qui ont façonné les paysages légaux et constitutionnels de la RDC. Cette célébration de la décennie de la Cour constitutionnelle a été une occasion pour les présidents Dieudonné Kamuleta de présenter les anciens et actuels juges de cette juridiction. La commission spéciale des experts chargée du suivi et de la mise en œuvre des états généraux de la justice s'était réunie mercredi 26 mars 2025 au cabinet de travail du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Ces experts ont procédé au lancement de travaux de la commission spéciale chargée de l'élaboration du projet de la nouvelle loi sur le barreau qu'il venait d'instituer au sein de son cabinet. Cette commission multipartite était composée des délégués et représentants de l'ordre national des avocats et du syndicat national des défenseurs judiciaires, de la présidence de la République, de la primature et des membres de la commission interministérielle de loi et textes réglementaires du gouvernement. Cette commission spéciale avait reçu mandat de modifier la loi fixant les règles relatives à l'organisation du barreau, à l'assistance judiciaire et à la représentation en justice et en remplacement, 46 ans après, de l'ordonnance loi numéro 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État. L'initiative du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, répond aux recommandations issues des États généraux de la justice sur la nécessité et l'urgence de finaliser les processus d'adoption de la loi sur les barreaux afin d'assurer, d'une part, l'organisation du barreau conformément à la nouvelle architecture de l'organisation judiciaire, l'assistance et la protection des avocats et des défenseurs judiciaires dans l'exercice de leur profession, et d'autre part de renforcer leur statut et s'assurer de leurs compétences à travers une formation adéquate dans l'intérêt du public et de la bonne administration de la justice. Sous la conduite de la doyenne et professeure Marie-Thérèse Kengi Ngomba, la commission s'est retirée dans la salle Marcel Liaou et Bois à l'INAFORGE pour l'examen des dispositions à problème dans la dite loi. Dès l'entrée des jeux, la commission a constaté que la loi soumise à l'examen était déjà transmise à la présidence de la République par l'Assemblée nationale pour promulgation, mais en aucune preuve, c'est-à-dire ordonnance de promulgation, il était impossible de confirmer la promulgation, bien que certains experts, dont les représentants de la présidence, ont soutenu celle-ci. Cependant, les experts ont, à titre principal, proposé au ministre de la Justice de mener les démarches à la présidence pour obtenir la publication de la dite loi au journal officiel. Et à titre subsidiaire, les experts ont évoqué l'article 140 alinéa 2 de la Constitution qui prévoit la promulgation des droits en cas de non-promulgation dans les délais de 15 jours après sa transmission. Dans l'hypothèse de la promulgation des pleins droits, les experts ont proposé que la Commission se mette au travail pour élaborer une loi modificative. Qu'à cela n'y tienne, les experts ont à l'unanimité décidé de revoir toutes les dispositions à problème après adoption à la majorité des experts les projets de loi portant réglementation de la profession d'avocat et des défenseurs judiciaires a été officiellement remis au ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba.
pour transmission au gouvernement. Contentieux international après le premier trimestre de l'année 2025, le vice-ministre de la Justice et contentieux international a entamé une nouvelle évaluation des dossiers du contentieux international sous sa gestion. Samuel Bemba Kabouya a séjourné à Paris en France du 30 mars au 2 avril de cette année pour la première étape de ces évaluations. Après échange avec les avocats qui suivent les dossiers de la République démocratique du Congo à travers les ministères de la Justice et la visite des juridictions concernées, le vice-ministre a exprimé sa satisfaction car tout va bien dans tous les dossiers sous sa gestion. Ici, nous sommes à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI où nous avons été reçus par l'équipe du secrétariat et il nous a entretenus sur l'essentiel de la procédure, du règlement, mais aussi des dossiers qui concernent la République démocratique du Congo. Occasion pour lui de remercier le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première ministre Judith Suminwa pour des instructions claires qu'il reçoit dans ces secteurs. Prochainement, il y aura une formation pour l'équipe de la RDC sur les différentes procédures qui sont organisées à ce niveau. Parmi les résultats de cette mission, il résulte notamment que la Cour internationale d'arbitrage organisera en juin 2025 à Kinshasa une formation en arbitrage pour aboutir à la représentation de la RDC qui n'est plus représentée au sein de cette institution depuis le décès de maître Emery Mukendi Wafwana de heureuse mémoire. Tout justement en parlant de la justice, oui, justice, c'est ce que les proches de Moussa Mondo exigent après plusieurs témoignages contraires à son arrestation. Voici en image quelques responsables de l'islam. Des voix continuent de s'élever pour demander la libération de l'ex-vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, incarcéré selon ses proches injustement depuis bientôt une année sur les prétendus meurtres de son épouse. Pourquoi par rapport à l'arrestation, il y a Imam Nabiso Mounene, Moussa Mondo Sadri, vice-ministre honoraire, il y a hydrocarbures. Notre message est un message de regret par rapport à l'arrestation de notre imam après plusieurs témoignages démontrant les vraies causes de sa mort. Premier témoignage, il y a réquisition, il y a médecin à HJ. Et là, qui a promis moi si on a un cancer. Nous demandons au chef de l'État de s'impliquer pour sa libération ainsi qu'au ministre de la Justice car sa place n'est pas en prison. Outre le soutien de Kinshasa, en province, les imams ont lancé le même appel pour une justice équitable à l'endroit de l'innocent, se basant sur les différentes conclusions médicales qui les mettent hors de cause. Tunaomba libération ya Imam Moussa Mondo. Hakufanya kitu, hajue kitu, bamulibere immédiatement. Le gouvernement congolais a signé un accord de partenariat avec le système de l'ONU pour apporter de l'aide aux populations affectées par les conflits dans l'Est. L'accord prévoit une réponse intégrée et multisectorielle aux victimes de crimes graves et aux déplacés. Le système de l'ONU louera près de 12 millions de dollars d'aide pour assister les victimes des crimes en République démocratique du Congo. Aux côtés du FONAREV, l'UNFPA, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, le PNUD, l'UNICEF et l'ONU vont désormais œuvrer pour renforcer la protection, faciliter l'accès à la justice et offrir des mesures provisoires urgentes et efficaces aux victimes et aux déplacés affectés. Un accord a été signé dans ce sens entre Bruno Le Marquis, coordinateur résident du système de l'ONU, et le gouvernement congolais le jeudi à l'hôtel du Fleuve. C'est pour moi un honneur, mais aussi un acte de haute responsabilité de présider cette cérémonie de signature du partenariat entre le Fonds national de réparation aux victimes FONAREV et le système des Nations Unies. Ce partenariat marque le lancement d'un programme stratégique de réponse à la crise dans l'Est de la RDC. La crise à l'Est du pays qui dure depuis des décennies
s'est maintenant transformée en ce que nous appelons dans notre jargon une polycrise, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement cette crise qui est encore plus compliquée, c'est plusieurs crises qui sont maintenant superposées, avec d'une part une spirale de violence, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, une spirale de violence en particulier dans les deux Kivu et en Ituri. Ensuite, les territoires qui se trouvent maintenant depuis plusieurs semaines sous une autorité de facto. Et enfin, une crise de financement global au niveau mondial. Les deux parties mettront en commun leur expertise pour agir de manière concertée et offrir une assistance multisectorielle aux victimes de violences sexuelles et de crimes graves perpétrés dans les zones de conflit. Et il y a une grande recrudescence de violences qui constituent des crimes contre l'humanité en ce moment. Des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité. Cet engagement se matérialise notamment par la promulgation de la loi du 26 décembre 2022 qui établit les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles et des crimes contre la paix. Quel est le rôle crucial des femmes dans la construction d'une paix durable en République démocratique du Congo? La thématique a dominé les échanges entre les forces vives de la nation, les jeunes entrepreneurs, les femmes leaders d'opinion et les femmes politiques, organisées par Habari RDC. Ce vendredi 4 avril 2025, l'activité a connu la participation de l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo Inamizi. Le rôle crucial des femmes dans la construction d'une paix durable en République démocratique du Congo, c'est le thème central autour duquel a gravité les échanges organisés par Habari RDC ce vendredi 4 avril 2025 à l'intention de jeunes entrepreneurs, membres de la société civile, femmes leaders d'opinion, femmes politiques, à laquelle a pris part l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo Inamizi. La salle Town Hall de la MONUSCO a servi de cadre à ces échanges. Invitée de marque à cette rencontre de motivation entrepreneuriale, en sa qualité de femme entrepreneur, leader et mentor, ancienne activiste de la société civile, Dominique Munongo Inamizi, fort de son expérience, a dans son nom partagé son expérience riche à la nouvelle génération, l'espoir d'un Congo meilleur. Elle a invité la jeunesse à la discipline, à la résilience et au savoir-faire dans un monde où les bonnes valeurs sont devenues rares. Ayant une expérience dans l'encadrement de la femme issue de sa fondation, Inamizi a fait savoir aux femmes qu'elles sont vecteurs de la paix. L'autonomisation économique de la femme est un facteur important pour son émancipation. Les us et coutumes sociales constituent malheureusement une pesanteur. L'expérience présentée de la princesse Tebayeke et honorable députée nationale a permis aux participants de saisir chacun l'essentiel de la limite de ses connaissances. Nous avons eu à échanger avec les jeunes qui ont été très réceptifs et ont été très curieux aussi de savoir ce que fait l'Assemblée, ce que font les femmes parlementaires à l'Assemblée en faveur des jeunes, en faveur de la paix. Qui avaient été élus à l'intérieur, nous connaissons la force des femmes maraîchères, des femmes, des cultivateurs, des agriculteurs. Donc il ne faut pas minimiser ce qu'on fait. Par ailleurs, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, l'élu naturel de Lubudi, Dominique Munongo Inamizi, a encouragé les jeunes entrepreneurs à plus de persévérance pour un avenir meilleur. La journée du 6 janvier dédiée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine étant le dimanche, jour férié, est ramenée ce vendredi 4 et samedi 5 avril. La fondation Calixte Munana a toujours été du côté des kimbanguistes. Un rappel d'essai que cette fondation a réalisé depuis plus de 3 décennies. Plus de détails dans cet élément. La journée du 6 avril en République démocratique du Congo dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine ne passe pas inaperçue. Chez la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Munana, dans sa politique des prises en charge des confessions religieuses en général et des kimbanguistes en particulier, la fondation Calixte Munana s'est distinguée, comme dans ses habitudes chaque année, à honorer les femmes kimbanguistes, s'inscrivant ainsi dans le combat loyal et noble du prophète Simon Kimbangu.
Pour rappel, l'accompagnement de la Fondation Calixte Mounana dans les églises kimbanguistes remonte de plusieurs années. Téné. Avril 2017, la Fondation a visité l'école primaire de l'aumônerie militaire kimbanguiste Camp Major Vangu de Lubumbashi. Ceci témoigne l'engagement périn de Nathalie Aziza Mounana, visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, dans les œuvres caritatives en faveur des confessions religieuses en général et des kimbanguistes en particulier. Septembre 2017, la Fondation Calixte Mounana était à l'école primaire Sifa de l'aumônerie militaire Kimbangu de Kamvangu pour voler au secours des orphelins lors de la rentrée scolaire 2017-2018, dans le but de redonner de l'espoir aux enfants abandonnés. 2019, 2020, 2021, 2022, Nathalie Aziza Mounana a honoré les orphelins de guerre dans différentes confessions religieuses. La Fondation s'occupe aussi de la prise en charge spirituelle, médicale, psychologique, psychosociale et culturelle. Et dans sa continuité des prises en charge des orphelins de guerre, des épouses et des veuves militaires, la Fondation Calixte Mounana s'est également occupée des femmes, des veuves et des orphelins des kimbanguistes. Pour ces différentes actions dans l'humanitaire et les sociales, la visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, Nathalie Aziza Mounana, a reçu des trophées des kimbanguistes, signe de reconnaissance et de sacrifice pour les autres. Après sa participation remarquable aux consultations politiques en prévision de la formation imminente d'un gouvernement d'union nationale, la gouverneure du Lualaba a regagné sa province des Cœurs le jeudi 3 avril. Les membres de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité et plusieurs Lualabais ont fait les déplacements de l'aéroport pour accueillir la gouverneure référence de la République démocratique du Congo, occasion pour Fifi Masuka Saini d'encourager le chef de l'État pour ses efforts inestimables de pacification de la partie est du pays, victime de l'agression rwandaise. La chef de l'exécutif provincial a annoncé en outre les préparatifs pour la tenue de la 12e conférence de gouverneurs dans sa juridiction. Dans la mi-journée de jeudi 3 avril 2025, la gouverneure du Lualaba a regagné sa province de Cœur par l'aéroport de Kolwezi. Après les honneurs militaires, Marie-Thérèse Masuka Saini a été accueillie par le Conseil provincial de sécurité, les membres de son gouvernement, ceux de son cabinet et d'autres. La gouverneure qui fait la fierté de la vision Tshisekedi au Lualaba revient d'une mission hautement politique à Kinshasa, la capitale, où elle a répondu à l'invitation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité qui supervise les consultations nationales en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. Se confiant à la presse, Marie-Thérèse Masuka Saini a commencé par remercier le chef de l'État déterminé à rétablir complètement la paix dans la partie est de la RDC. Elle a également encouragé les vaillants éléments des forces armées de la RDC, les Wazalendo et les jeunes Lualabais, qui ont volontairement répondu à son appel en intégrant les rangs des forces armées de la RDC. Nous disons merci au président de la République qui a convoqué ces consultations pour la paix dans notre pays. La province du Lualaba est derrière les FRDC, le Wazalendo. La chef de l'exécutif provincial a annoncé la tenue prochaine de la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi. L'autorité provinciale a également invité ses administrés à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce qui concerne l'arrivée du président de la République, nous devons tous nous mettre en place, préparer l'accueil de la conférence de gouverneurs. J'invite la population du Lualaba, toutes les autorités, mettons-nous au travail. Avant de quitter l'aéroport, la surnommée fille aînée de l'Union sacrée de la nation a été ovationnée par une partie de ses administrés. La population du district de Tchangou a été appelée à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'aux forces loyalistes dont la recherche de la paix dans l'est de la RDC en proie à l'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. C'était au cours d'un meeting organisé le week-end dernier au terrain municipal de Massina par la présidente du Parti démocrate pour la bonne gouvernance, PDG, la députée nationale Marie-Kette Moutinga. Bob Ambongo signe ce reportage.
La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC est l'affaire de tous, raison pour laquelle la députée nationale Marie-Kiette Mutinga, présidente du Parti démocrate pour la bonne gouvernance, PDG, du patriarche Modeste Mutinga, a tenu à travers ce rassemblement à sensibiliser la population du district de la Tchangou au soutien au président de la République et au FARDC ainsi qu'aux patriotes Wazalendo pour leurs actions mises en œuvre pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Dans son mot, elle a appelé à l'unité et à la vigilance pour bouter l'ennemi hors des frontières nationales. L'ennemi doit être mis dehors de notre territoire. C'est pourquoi je vous appelle à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le combat qu'il mène pour garantir la prospérité du pays. Il faut que nous les soutenions afin qu'ils puissent réussir ces actions pour notre bien. Si le pays est occupé, maman, papa, nous serons dans le tourment. D'une seule voix, ces milliers de personnes, cadres et militants du PDG ainsi que les autorités coutumières rassemblées par cet appel ont dit non à la guerre d'agression rwandaise sous couvert du 1-23. Tous derrière les chefs de... Se joignant à Marie-Kiette Mutinga, de nombreuses associations et organisations des jeunes ont, au son de chants et de pas de danse, réaffirmé leur soutien au commandant suprême des FARDC, adhérents au Parti démocrate pour la bonne gouvernance, engagé à construire un avenir prospère et équitable pour tout citoyen congolais. De son côté, Willy Prince Michiki vient d'être intronisé comme chef coutumier à Kinshasa par les notables de Barumbu. Le prince de Walikale s'est dit heureux d'être reconnu à 2000 km de son fief naturel. D'une pierre, deux coups, le lieu de Walikale a pris part à la clôture du mois dédié à la femme, aux côtés de la femme de l'église Sion Nouvelle Jérusalem, Vision des dieux. C'est dans la commune de Barumbu à Kinshasa que l'élu a été transporté à Chipoy. C'est une reconnaissance par la notabilité de cette partie de la capitale congolaise. Le député national, Willy Michiki, a pris part à ces jours à la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. Assistant à un culte spécial des mamans à l'église Sion Nouvelle Jérusalem à Barumbu toujours, Willy Michiki a exprimé sa gratitude envers les femmes de cette église pour leurs prières qui, selon lui, ont contribué à la victoire des Wazalendo. C'est dans cet esprit-là que nous sommes venus encourager les mamans et tout ça en général, mais en particulier de ce ministère et de Barumbu pour que les femmes ne se sentent pas oubliées, pour que la femme sache qu'elle a eu des enfants jarrés et que ces enfants-là sont là pour défendre les droits de la femme. Nous avons aussi profité de l'occasion pour faire un témoignage vibrant et que Dieu est bon dans ce ministère. Le dimanche passé, nous étions ici, nous avons demandé à ce qu'on puisse prier pour Walikale, là où le front militaire s'est passé. Effectivement, depuis plus de 4 ans que les agresseurs ont envahi notre pays, aucune localité, aucune ville n'a jamais été récupérée. Le député national a par ailleurs souligné que la récupération des Walikale est les résultats directs de ses prières, affirmant que la région qui était sous occupation par les rebelles est désormais sous les contrôles de Kinshasa depuis le lundi. Après la réception de médicaments destinés à la prise en charge gratuite des patients atteints de cancer en République démocratique du Congo, le Centre national de lutte contre le cancer a lancé une série de contrôles au sein des établissements de santé. Cette initiative vise à évaluer la conservation et l'utilisation appropriée de ces produits vitaux. C'est à l'initiative de son directeur national, Leboisé Massamba Bienvenue, et en collaboration avec ses partenaires, Owan 99 et Roche, que la délégation du Centre national de lutte contre du cancer, conduite par le pharmacien Laurent Célé, a procédé à cette série de contrôles sur l'utilisation et la prise en charge gratuite des patients atteints de cancer grâce aux médicaments fournis par le gouvernement congolais.
Les opérations se sont déroulées dans divers établissements de santé, notamment dans les 4 districts de Kinshasa et en dehors de la capitale, où la présence du CNLC a été fortement perceptible. Le but de cette descente était de nous rassurer d'abord que le médicament que le CNLC a bénéficié de la part du gouvernement sont disponibles dans les structures de prise en charge. Et aussi savoir insister que ce médicament est donné gratuitement auprès de malades par les structures qui ont bénéficié de ce médicament. Les responsables des 2 hôpitaux ont salué cette initiative du gouvernement central, soulignant son importance dans la lutte contre cette maladie. Nous remercions le CNLC à travers le gouvernement pour tous les efforts qu'on est en train d'entreprendre. Mais il faut signaler que la gratuité, c'est les médicaments, les anticancéreux. Mais avant d'arriver au diagnostic, il y a une mise au point qui est à la charge du malade. Il convient de rappeler que le gouvernement congolais continue de soutenir la lutte contre le cancer à travers le CNLC, son bras technique consacré à cette cause. On va finir avec cet élément de société réalisé par nos reporters. Bien que la législation en République démocratique du Congo prohibe le travail des enfants mineurs, on constate néanmoins une présence significative d'enfants dans les rues, forcés de vendre divers articles pour aider leurs familles. Ces phénomènes fréquemment associés à la vulnérabilité soulèvent des questions concernant le rôle de l'État et des parents dans l'instruction et la supervision des enfants. L'exploitation des mineurs par le travail constitue non seulement une atteinte à leurs droits, mais elle compromet aussi à leur futur ainsi qu'à celui de la nation dans son ensemble. À Kinshasa, on constate de plus en plus la présence des mineurs engagés dans la vente. Un des facteurs clés de cette situation est l'instabilité économique. Quand ni le père ni la mère n'ont des revenus sûrs, l'enfant se transforme en travailleur forcé, participant ainsi à la survie de la famille. Cet enfant se retrouve dans une situation où sa mère ne peut pas répondre aux besoins de la famille, ce qui conduit à la décision de faire travailler l'enfant. Cependant, cette mesure compromet son éducation et son futur. D'après un témoin présent sur les lieux, cette exploitation engendre de nombreuses répercussions, notamment l'abandon scolaire, mise en danger dans la rue et à plus long terme, des effets néfastes sur le développement national. Un enfant forcé de travailler plutôt que d'étudier se transforme en un adulte avec des possibilités professionnelles restreintes, diminuant par conséquent sa contribution à l'avancement national. Entre-temps, la loi congolaise, en particulier la loi numéro 9/001 du 10 janvier 2009 relative à la protection de l'enfant, prohibe le travail des mineurs, les qualifiant d'une forme d'exploitation. Néanmoins, la situation est tout autre. Beaucoup d'enfants se trouvent dans les rues à vendre de l'eau, des cacahuètes et divers autres articles pour subvenir aux besoins financiers de leur famille. Ces phénomènes mettent également en lumière une lacune de l'État qui a du mal à instaurer et à faire appliquer les lois relatives à la protection de l'enfant. Place au rappel des titres à présent. C'est sur fond de doute que la Commission électorale nationale indépendante a publié sa feuille de route 2025-2029 ce vendredi. Elle prévoit l'organisation de la présidentielle en décembre 2028. 10 ans de la Cour constitutionnelle, que pensez-vous de son application et quel bilan a-t-elle bien joué son rôle sur l'interprétation et la garantie du respect de la Constitution? Du moins, cet anniversaire revêt une importance capitale dans la consolidation des valeurs démocratiques. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.